Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette 13e édition d'Officine Expo, toute particulière, car nous avons de nombreux pays qui sont associés cette année. L'Algérie, le Canada, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, la France, le Mali, le Sénégal et la Tunisie, donc, qui s'associent à la réussite de cet événement. Cet événement et cette table ronde, elle porte toujours sur les aspects de notre profession. Monsieur Jalel, Monsieur Tofir, je vous invite à nous rejoindre. Cette année est très particulière parce que nous avons abordé un panorama mondial de l'évolution de nos métiers et axé sur la formation continue. Généralement, nous avions un pays hôte qui était à l'honneur. Cette année, nous avons la Fédération internationale de la pharmacie qui va être représentée par Luc Besançon, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui nous font l'honneur de nous accompagner et d'avoir accepté notre invitation. La Tunisie est également le second pays qui va aussi être à l'honneur dans le sens où nous avons une très forte délégation de plus de 50 pharmaciens confrères de Tunisie qui sont présents et que la Tunisie va accueillir fin avril, les 3 derniers jours d'avril, du mois d'avril, le Forum international de la pharmacie, qui est le forum de référence au niveau du continent africain. L'ouverture officielle de cette 13e édition d'Officine Expo devait se faire en présence de Monsieur le ministre de la Santé, mais malheureusement, un conseil de gouvernement qui était prévu ce matin a été décalé pour l'après-midi, ce qui est dommage parce que vous souvenez-vous de Monsieur le ministre qui nous avait fait l'honneur de faire la première sortie officielle à l'époque de son mandat en 2012 avec Officine Expo. Et nous souhaitions justement lui rendre un hommage sur toute sa contribution au système de santé au Maroc, toutes les lois qu'il a fait avancer, tous les efforts qu'il a fait pour accompagner les pharmaciens et notamment par la loi sur les dispositifs médicaux, notamment pour l'élargissement de la couverture médicale généralisée aux indépendants et aux professions libérales, et un certain nombre d'éléments sur la carte sanitaire où les pharmaciens ont été très valorisés. C'est un monsieur qui a toujours été à notre écoute depuis qu'il était doyen. C'est un ami personnel et un ami de notre profession. Et il n'a pas démérité tout au long de ce magnifique mandat où il a été prolifique en termes de textes de loi et de force de proposition pour faire progresser la santé au Maroc. Pour mémoire, donc, M. Louardi Hussein Louardi, notre ministre, a eu des distinctions internationales en tant qu'homme de l'année par l'OMS, en tant qu'homme de l'année au continent africain. Il a eu des distinctions et des reconnaissances au niveau international. Dommage que ce conseil de gouvernement l'ait pris. Nous souhaitions aujourd'hui lui faire vraiment une standing ovation, mais ce ne sera que partie remise et l'hommage qui lui était destiné lui fera parvenir. On lui fera parvenir. Alors, avant de démarrer cette session, je tiens à remercier tous les laboratoires partenaires qui font confiance au salon Officine Expo, qui est devenu par le fait le salon de référence actuel au niveau de notre continent, et qui réunit tous les pharmaciens du pourtour méditerranéen, à savoir donc l'influence que nous avons dans nos modèles d'exercice latins, entre guillemets, et donc également au niveau maghrébin, tâchant toujours de renforcer les liens entre les ordres maghrébins et entre les instances maghrébines et entre les pharmaciens maghrébins. Je ne voudrais pas prendre plus de temps parce que je vais être très très dur sur le temps imparti aux divers intervenants. Pour la première fois, je vous ai dit, nous avons M. Luc Besançon, qui est secrétaire général de la Fédération internationale de la pharmacie, à qui nous allons octroyer 30 minutes pour nous faire un tour d'horizon complet des tendances de nos métiers à travers le monde, et on verra les divers modèles qu'il y a de notre exercice. Nous avons donc le plaisir, j'ai déjà eu le plaisir de le croiser en Irlande à l'occasion d'un congrès de la Fédération internationale de la pharmacie à Dublin, de l'écouter à la conférence interordre des ordres francophones. Et c'est toujours un bonheur de voir cet esprit de synthèse avec lequel il peut nous restituer une image de ce qui se passe à travers le monde.
Luc Besançon est secrétaire général et directeur exécutif de la Fédération internationale et va nous présenter cette institution qui est à la base, qui a été créée en France, à l'initiative de la France, mais qui depuis s'est internationalisée. Il a accompli sa formation en France à l'Université de Bourgogne et est complété par une formation également au Canada, à l'Université de Laval, au Québec. En parallèle de ses études, Luc Besançon a obtenu un master en communication, option en relations publiques européennes, ce qui de l'Université de Paris 5, Sorbonne, une des plus anciennes facultés de l'histoire, et donc qui le destinait tout à fait au poste qu'il occupe actuellement au niveau de la FIP. En 2008, après 5 années, il a eu un parcours au préalable au niveau du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de France. Il a rejoint, donc après 5 années, la FIP et il est basé à La Haye, aux Pays-Bas, pour assumer actuellement les responsabilités des affaires professionnelles et scientifiques. Il est appelé régulièrement à sillonner le monde pour apporter la contribution et voir un peu les évolutions de ce qui se passe à travers le monde. Et je le remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Luc Besançon, je vous passe la parole pour une trentaine de minutes. Merci. Merci beaucoup. D'abord aux organisateurs et puis à ceux qui sont présents dans cette salle. Peut-être pour commencer, une question provocative. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de regarder le monde alors que la pharmacie, qu'elle soit en Tunisie ou au Maghreb, elle est principalement orientée par les besoins des populations locales et aussi par les politiques nationales? Et donc j'espère qu'à travers cette présentation, vous arriverez à voir comment les bonnes idées et aussi les mauvaises idées qui viennent de certains pays ont tendance à se propager plus rapidement et qui touchent finalement au quotidien notre activité de pharmacien en France, en Tunisie, au Maroc, en Algérie et dans tous les autres pays représentés dans cette salle aujourd'hui. Alors, pour une très brève introduction de la FIP, c'est la Fédération internationale pharmaceutique, c'est la fédération mondiale qui regroupe les 3 millions de confrères de par le monde qui s'impliquent dans la pharmacie, que ce soit au niveau de la pratique ou des sciences pharmaceutiques. Nous avons été fondés en 1912 et notre mission, elle est assez simple, même si elle est ambitieuse, c'est d'améliorer la santé mondiale en faisant progresser la pratique et les sciences pharmaceutiques afin d'améliorer et de favoriser dans le monde entier la découverte, le développement, ça c'est pour la partie recherche et développement, l'accessibilité et l'usage rationnel des médicaments qui soient appropriés, de qualité et qui ont un coût-efficacité favorable. Pour mener à bien notre mission, nous pouvons nous appuyer sur un certain nombre de nos membres. Nous comptons 137 associations nationales de pharmaciens qui sont représentées dans plus de 95 pays. Nous avons aussi 21 organisations observatrices, telles que par exemple la pharmacopée américaine, la pharmacopée européenne. Nous avons aussi plus de 3500 membres individuels, des pharmaciens comme vous, comme moi, qui décidons de nous investir dans notre organisation et qui s'impliquent soit à travers les sections. Les sections représentent les types de pratiques que l'on mène, industrie, officine, hospitalière, et aussi dans les domaines scientifiques particuliers. Et puis, depuis 2010, nous regroupons aussi au niveau international des facultés de pharmacie qui sont alors représentées par leurs doyens. Et depuis 2010, nous avons donc passé de 0 à 145 facultés de pharmacie. Et chaque mois, nous accueillons de nouvelles facultés de pharmacie pour justement échanger autour des stratégies de développement de la formation et de recherche mises en œuvre par ces facultés. Alors, lorsqu'on a parlé des évolutions, en fait, on se rend compte que notre profession, elle est à sa 3e révolution. La première, ça a été une activité de professionnalisation, une activité avec une formation, une reconnaissance, une inscription éventuellement auprès d'une structure équivalente à l'ordre. La deuxième révolution qui s'est passée au début du siècle dernier, c'était lorsque le pharmacien est passé d'une production quasi totale de tous les médicaments qu'il dispensait à une dispensation de produits qui étaient fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques. Et puis la troisième révolution, c'est celle que nous menons actuellement, que nous vivons tous les jours, une révolution qui n'est pas toujours sans accroc, mais qui est intéressante puisqu'on est passé d'une fourniture d'un produit à une fourniture d'une solution de santé qui intègre un produit et des services. Et c'est ce que nous allons regarder dans les prochaines minutes. Alors, le rôle du pharmacien a été défini, la dernière fois c'était en 2011, par une collaboration entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et la FIP, et s'articule autour de 4 principaux rôles.
Le premier rôle, on va dire, c'est le rôle le plus traditionnel, qui s'articule vraiment autour du produit, du médicament, qu'il s'agit de préparer, d'obtenir, de stocker, de sécuriser, de distribuer, d'administrer, etc. Donc c'est des choses qui sont assez classiques, qui sont vraiment axées autour de nos rôles et de nos fonctions autour du produit, avec toutefois un événement intéressant qui est une reconnaissance du rôle de l'administration de médicaments et de vaccins par les pharmaciens. Le deuxième rôle, c'est vraiment plutôt autour d'une responsabilité que le pharmacien a en matière d'améliorer les résultats de santé liés à l'usage des médicaments. Et donc, c'est ce qu'on appelle la gestion efficace de la pharmacothérapie, c'est l'application de ce qu'on appelle aussi les soins pharmaceutiques, qui sont vraiment autour de quels sont les besoins, quelles sont les recommandations en termes de médicaments, en termes de prise, pour faire en sorte que les résultats soient optimalisés. Le troisième rôle, qui est aussi important, c'est un rôle plus vis-à-vis de soi-même, qui est d'améliorer, de maintenir et d'améliorer les compétences professionnelles pour être à même de répondre aux besoins actuels, mais aussi futurs de nos populations. Et puis un quatrième rôle qui est plus à une fonction d'orienter vers la santé publique, donc plutôt d'essayer de construire le pharmacien autour d'un appui aux politiques sanitaires à destination des populations, que ce soit par la promotion et la sécurisation de l'autoprise en charge par les patients, que ce soit en matière de services de promotion et de prévention des maladies, mais aussi, un élément intéressant, c'est notre rôle pour influencer positivement les politiques pharmaceutiques et les politiques sanitaires des médicaments. Ça, c'est la fonction D, tout en bas de cette page. Alors, ces rôles s'inscrit dans un continuum pharmaceutique, c'est-à-dire un ensemble de chaînons qui vont passer de la recherche au développement jusqu'à la production, puis on va passer à un usage des médicaments. Cet usage peut être à la fois au niveau individuel, c'est-à-dire le patient, chacun de patients aura une approche différente. Au niveau des populations, c'est dans ce cadre-là plutôt des politiques pharmaceutiques. On va gérer une amélioration de l'usage. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, il y a un petit accro ici, c'est on commence avec une influencer la sélection. Cette influencer la sélection, c'est soit auprès d'un prescripteur, ça va être aussi lorsqu'un patient s'approche de nous et nous dit « j'ai ce problème », on va influencer la sélection du médicament par notre recommandation. On va ensuite le préparer et le dispenser. On va au besoin l'administrer ou on va l'aider par des conseils sur l'administration. Et in fine, un élément essentiel, c'est le suivi de l'effet de ces médicaments. C'est-à-dire qu'on ne va plus être... notre responsabilité va aller au-delà de la simple dispensation, mais aussi d'essayer d'assurer que l'effet du médicament soit tel qu'on l'a envisagé. Et en regard de cette évaluation, on va soit devoir changer le traitement, donc on va revenir vers la sélection, c'est la flèche ici, ou sinon on va éliminer les médicaments lorsque le traitement est terminé. Ceci est rendu possible grâce à deux éléments. Le premier, c'est les compétences qui sont inscrites, qui sont acquises à travers la formation initiale et la formation continue. Et puis le deuxième élément, qui est aussi important, c'est en matière de le cadre réglementaire et économique qui permet de soutenir et de stimuler les différentes actions du pharmacien tout au long de ce continuum pharmaceutique. L'autre élément qui est intéressant, c'est maintenant qu'on a vu ces rôles, pourquoi est-ce qu'on a ces nouveaux rôles? Et en fait, tout ça, ça répond à ce que la FIB appelle l'usage responsable des médicaments. C'est un concept que nous avons développé et ensuite validé au cours d'un sommet ministériel en 2012. Et en fait, on estime que l'usage responsable des médicaments implique qu'un médicament n'est utilisé que lorsque cela est nécessaire, que sa sélection est basée sur des preuves scientifiques et cliniques, et qu'elle est appropriée. Et que cette sélection prend en compte des éléments spécifiques au patient, c'est-à-dire ses préférences, son mode de vie, mais aussi qu'il assure le meilleur usage des ressources limitées, notamment, par exemple, choisir une alternative thérapeutique peut-être moins onéreuse. Le deuxième élément, c'est qu'il faut, pour avoir un usage responsable des médicaments, qu'il y ait non seulement un accès, mais une disponibilité de tous les médicaments, et aussi qu'ils soient correctement administrés et dont l'efficacité et la sécurité sont suivies, par exemple par la pharmacovigilance. Et puis un troisième élément, c'est que ce n'est pas une responsabilité unique du pharmacien, c'est une responsabilité conjointe entre le pharmacien, les autres professionnels de santé,
le patient et les membres de la famille, souvent du patient, qui s'impliquent dans le traitement, notamment pour les personnes âgées ou les jeunes enfants. Alors pourquoi on parle d'usage responsable des médicaments et en quoi est-ce que c'est vraiment important? En fait, on a estimé que en 2012, on avait à peu près de 500 milliards de dollars qui pouvaient être économisés chaque année si l'usage responsable des médicaments était effectué. Ça représente 8% du budget global de chacun des États. C'est-à-dire que si je parle à votre ministre et que je lui dis qu'il y a moyen de sauver 8% de votre budget total, pas du budget des médicaments, du budget total de santé, là, ça va l'intéresser. Ça va l'intéresser parce qu'il y a un potentiel d'économie et c'est aussi une façon pour nous assez intéressante de soutenir notre rôle. Alors, les valeurs qui s'affichent mal à l'écran, c'est juste pour dire qu'environ plus de la moitié de cette économie, c'est à travers l'adhésion, l'observance du traitement. C'est-à-dire qu'on a plus de 250 milliards de dollars américains qui peuvent être sauvés rien qu'en améliorant l'adhésion au traitement, puisqu'en fait, cela va conduire à une moins grande hospitalisation, un meilleur contrôle des maladies, une moins grande consultation de médecins, par exemple. Alors, à partir de ces éléments, on a un usage responsable des médicaments, on a des fonctions, des rôles. Comment est-ce que ça se traduit pour l'officine? Et finalement, comment est-ce que l'officine va répondre à ses opportunités, mais également à ses défis? Alors, en fait, ce que la FIP perçoit, c'est qu'on va avoir une officine qui va désormais être un centre de soins de proximité, qui va s'appuyer sur les forces qui lui sont propres, que ce soit des forces de proximité, d'accès facile, d'accès gratuit pour la population, une grande confiance des patients. On voit que dans beaucoup d'analyses, de sondages effectués auprès des populations, les pharmaciens sont souvent en jeu égal, voire ont plus de confiance, ont plus la confiance des patients que les médecins ou que les infirmières. Et puis qu'on a une présence continue, en tout cas, ou en tout cas une présence continue désirée du pharmacien. Et donc en fait, dans ce cadre-là, le pharmacien d'officine va être un fournisseur de solutions de santé, c'est-à-dire soit pour traiter, soit pour prévenir des pathologies. Et ces solutions, qui vont dans un très grand nombre de cas intégrer un médicament, mais pas forcément, et vont toujours intégrer un service ou un ensemble de services pour s'assurer de l'efficacité de cette solution de santé. Et donc dans ce cadre-là, lorsqu'on parle de solution de santé, ça veut dire qu'on attend un résultat escompté. Et puis, un autre élément essentiel, c'est que désormais l'officine sera une partie intégrante des systèmes de soins, c'est-à-dire une coordination avec les autres professionnels de santé, médecins et autres intervenants. Alors, si on met ça, si on place vraiment le patient au centre de notre approche, le patient va décider la porte d'entrée qu'il va utiliser pour aller dans tel ou tel, pour entrer dans le système de soins. Alors, soit il va choisir le médecin, soit il va choisir le pharmacien, et à ce stade-là, le pharmacien va être en charge de ce que nous, on appelle un triage pharmaceutique, c'est-à-dire c'est à partir des besoins du patient, et notamment au regard des limites que le pharmacien a, il va soit pouvoir dire « je peux le prendre en charge », soit à travers des conseils, soit éventuellement à travers des médicaments sans prescription, ou dans un autre cas, il va dire « je pense que référer à un médecin serait plus approprié, donc dans ce cas-là, il va le renvoyer chez le médecin. » Donc on constate que là où on était avant dans une approche assez sous forme de silo, c'est-à-dire je ne parle pas aux autres médecins, là on commence à avoir un élément de collaboration où en fait le pharmacien et le médecin vont avoir des transferts et des orientations en fonction des objectifs thérapeutiques. Pour faire simple, un patient se présente, soit le pharmacien peut le traiter, dans ce cas-là, il va avoir fourniture de traitement à prescription médicale facultative, ou s'il y a un besoin d'une prescription, le renvoyer vers un médecin. Les validations des ordonnances vont être toujours une partie intégrante du pharmacien. Et puis ensuite, le pharmacien va faire un suivi et va suivre à la fois les résultats thérapeutiques et aider le patient à avoir des meilleurs résultats aux besoins. Alors maintenant, c'est la question juste où vous pouvez gagner cette merveilleuse torche. Je suis sérieux. Celui qui me répondra aura la mini-torche. Quel est le point commun entre tous ces produits? Le pharmacien, j'entends bien. Exactement. Tous ces produits ont été inventés par un pharmacien. Et c'est juste pour vous démontrer qu'on a de la créativité en nous. Et cette créativité, elle existe et elle est transférée
dans la vie de tous les jours, dans notre pratique pharmaceutique. Et donc dans ce cadre-là, tous ces produits ne sont pas forcément les meilleurs d'un point de vue alimentaire, mais en tout cas, c'est des meilleurs, ça a été créé par des pharmaciens. Alors, comment est-ce que ça se traduit? En fait, on constate que le pharmacien va avoir de plus en plus développé des nouveaux services. Et ces nouveaux services, la majorité d'entre eux vont être à destination des patients. Mais les bénéficiaires vont être aussi notamment d'autres professionnels de santé, notamment par exemple les médecins en les aidant à améliorer la prescription médicale, des structures de soins, par exemple en Suisse, les pharmaciens ont une délégation de la gestion du budget et des médicaments complète. Troisième élément, ça va être en matière de financeurs du système de santé, les assurances maladie, c'est-à-dire la substitution générique en tant que telle, c'est faire des économies au système de santé. Et puis le dernier point, c'est aider et aimer, si on veut, les gestionnaires des systèmes de santé, notamment par exemple par les activités de pharmacovigilance. Et donc dans ce cadre-là, je vais vous faire peut-être un inventaire à l'après-vert, mais c'est juste pour vous donner quelques idées de ce qui se passe dans la vie de tous les jours dans un certain nombre de pays. Alors on a, la première élément, c'est ce qu'on appelle en anglais Medicine Use Review, qui est en fait ce qu'on pourrait traduire en français, une analyse exhaustive des traitements, qui sont ensuite suivis des recommandations cliniques auprès du médecin. Donc par exemple, si on regarde en Australie, le pharmacien est payé environ $120 pour faire cette analyse, qui est ensuite suivie de recommandations à travers diminution, modification de la posologie, modification et ou terminer des traitements. Deuxième élément, c'est en fait une prise en charge des pathologies bénignes qui sont sur la base de protocoles de soins validés et qui sont ensuite remboursés par l'assurance maladie. Ça, c'est le cas par exemple en Suisse et en Écosse. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais juste pour vous donner quelques idées. Troisième élément, c'est par exemple au Danemark où le pharmacien, lors de la cessation tabagique, va non seulement fournir le produit, mais aussi un service de motivation. Cette motivation pour que le patient soit observant et continue de ne plus fumer. Un autre exemple qui est intéressant, c'est par exemple au Québec, ce qu'on appelle les ordonnances collectives, qui sont en fait, pour faire simple, des ordonnances pré-remplies où le pharmacien peut marquer le nom du patient et il a le droit de le faire si tous les critères d'inclusion sont respectés, c'est-à-dire que si tous les patients ont les différents symptômes ou les différents problèmes qui sont listés, et si aucun des critères d'exclusion, c'est-à-dire par exemple des pathologies chroniques ou des symptômes qui doivent éveiller la suspicion du pharmacien, sont présents. Et à partir de ça, le pharmacien va pouvoir remettre un médicament sur prescription sans en fait avoir à passer par un médecin pour le faire. Et ça encore, c'est un élément pris en charge par l'assurance maladie. Au niveau de certains pays, on a par exemple aux États-Unis, au Portugal, en Irlande, en Suisse, et puis on commence de plus en plus à voir dans d'autres pays, la capacité pour le pharmacien d'officine de vacciner notamment contre la grippe. En fait, ça part du constat que la diminution de la couverture vaccinale est très difficile à enrayer avec les outils actuels, qui sont une vaccination par le médecin ou par des infirmières. Et en fait, aux États-Unis, ça fait 25 ans qu'il y a une vaccination qui est proposée et on a constaté une augmentation de la couverture vaccinale. Parce qu'en fait, les pharmaciens proposent une facilité d'accès et en fait, il n'y a pas de transfert de clientèle du médecin au pharmacien, c'est juste que le pharmacien touche d'autres personnes qui, dans tous les cas, n'auraient pas été vaccinées cette année-là. On a ensuite un certain nombre de services qui aident notamment à montrer aux patients comment inhaler ces traitements, notamment pour la pathologie asthmatique, qui sont remboursés au Danemark et en Norvège depuis cette année. Et puis un certain nombre d'outils pour, d'une part, détecter des problèmes d'adhésion au traitement. Ça, c'est le cas, par exemple, en Australie, où dans les logiciels de dispensation, sur la base des fréquences de renouvellement des ordonnances, les pharmaciens peuvent détecter si une personne a de grandes chances d'avoir des problèmes d'observance à leur traitement. Et puis ensuite, ça va être suivi par une série d'entretiens pharmaceutiques qui sont 3 à 5 minutes, qui permettent d'adresser les problèmes du patient et d'améliorer de façon significative l'adhésion au traitement. Cette adhésion qui se traduit par une amélioration des résultats de santé du patient, mais également aussi pour le pharmacien un nombre plus important de produits vendus, puisque le patient va renouveler plus régulièrement ses ordonnances. En Inde ou aux Philippines, le pharmacien est impliqué non seulement dans la détection de cas suspicieux de tuberculose, mais aussi dans le suivi au quotidien de l'adhésion, de l'observance au traitement,
pour améliorer les résultats de santé. Et puis, dans un certain nombre de pays, comme en Irlande ou aux États-Unis, lorsqu'un patient a plusieurs prescriptions prescrites par plusieurs différents médecins, le pharmacien va pouvoir les synchroniser, c'est-à-dire renouveler toutes les ordonnances à un seul moment du mois pour éviter que le patient revienne plusieurs fois par mois pour renouveler à chaque fois une ordonnance différente. Donc ça, c'est quelques exemples de ce qui a été défini. Après, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on constate que on a un nombre important de développement de nouveaux services dans les pharmacies. Sur une enquête qu'on a faite sur 71 pays, vous avez les résultats à l'écran, on constate que dans presque chaque pays, il y a eu un nouveau service qui a été créé ces 2 dernières années. C'est un service soit pour améliorer l'usage des médicaments, ça c'est la partie jaune, soit c'est des services centrés sur le produit pour soit mettre au rebut les produits non utilisés ou pour améliorer leur conservation, et puis des activités autour des soins de premier recours, notamment par exemple ce qu'on appelait précédemment sur les protocoles de soins validés avec le remboursement des médicaments OTC dans ce système-là. Troisième autre élément, après un élément important qui est économique, quel financement ? En fait, on constate, vous pouvez le voir dans beaucoup de pays, que initialement, la plupart du financement des officines était basé sur des marges qu'elles pouvaient être linéaires, régressives, cumulatives ou non cumulatives. Donc un système de marge. Et là, on commence à voir un grand nombre de pays qui, plutôt que d'être que sur un système de marge, associent la marge avec un honoraire. Un honoraire qui, le plus souvent, est associé soit à la ligne, c'est-à-dire chaque ligne d'ordonnance, vous avez un montant fixe, ou à l'ordonnance complète, c'est-à-dire l'ordonnance, vous avez une rémunération particulière. Et puis ça, c'est pour la dispensation qui constitue toujours le cœur et qui constituera toujours le cœur de l'activité pharmaceutique et sa rémunération. Par contre, en complément de ça, on a des nouveaux services. Et ces nouveaux services, on va voir qu'il y a deux éléments particuliers. Soit ils sont payés par les patients eux-mêmes, et il ne faut pas avoir peur de cette approche-là, puisqu'en fait, on voit que si le patient perçoit la pertinence et la valeur ajoutée de ce service, ils sont prêts à le payer de leur poche. Exemple, au Portugal, la vaccination contre la grippe, elle est gratuite si elle est faite auprès d'un centre de soins de santé gouvernemental, et elle est payante si elle est faite par l'officine. Mais malgré tout, il y a plus de 50% des gens à l'officine qui vont se faire vacciner, qui pourraient l'avoir gratuit, mais qui préfèrent ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, les horaires d'ouverture sont larges, c'est très simple d'utiliser. Donc c'est par exemple un exemple de la valeur qui a été perçue par les patients. Deuxième élément, ça va être un honoraire qui peut être remboursé, pris en charge par l'assurance maladie. Alors, un bon exemple, c'est généralement cette valeur, elle va s'appuyer sur des études assez poussées de la valeur économique de ce service. Pas le coût, la valeur économique. La différence étant que la valeur, c'est combien est-ce que l'assurance maladie va gagner grâce à ce service. Et par exemple, en Australie, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont un système assez perfectionné pour d'abord tester des nouveaux services, mesurer leur valeur économique, et ensuite, sur cette base, on va pouvoir négocier les rémunérations auprès du gouvernement ou de l'assurance maladie. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 5 prochaines années, ce qu'on appelle la Convention nationale pharmaceutique en Australie a doublé les fonds alloués au remboursement des services. Ça veut dire qu'on est presque à 250 millions de dollars pour ces fonds pharmaceutiques. Et ils ont aussi une volonté d'investir dans de nouveaux services pour tester ces nouveaux services pour mesurer leur efficacité. Et ces nouveaux services qui sont testés pourront éventuellement être intégrés dans les prochains remboursements. Et puis, un autre élément, c'est un système de capitation, c'est-à-dire une rémunération non pas à l'acte, mais au nombre de patients qui peuvent en bénéficier, qui l'utilisent ou pas. Donc, par exemple, en Écosse, dans le cadre de la rémunération pour la prise en charge des pathologies mineures, c'est le patient va s'inscrire à la pharmacie, c'est une inscription gratuite, et en fonction du nombre de patients qui sont inscrits à la pharmacie, le pharmacien va recevoir une somme fixe pour cette activité, que le patient vienne ou pas à la pharmacie et utilise le service en question. On constate aussi qu'à travers ce graphique, désolé, les abscisses sont en anglais, on constate qu'un certain nombre de services sont obligatoires, mais que tous ne sont pas pour autant remboursés. Ça veut dire aussi
qu'un certain nombre de ces services qui sont attendus par la population ou par le gouvernement ne sont pas forcément, doivent être couverts par d'autres activités du pharmacien. Et ça pose un problème de durabilité de ce système. Au niveau de la pharmacie, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a d'un côté les coûts qui sont des coûts fixes, des coûts de structure et des coûts d'activité. Alors les coûts fixes, ça va être la pharmacie elle-même, le logiciel. Les coûts les coûts fixes, ça va être tout ce qui va être par exemple, l'immobilisation du capital à travers votre stock de médicaments. Et puis les activités, c'est l'emploi d'un pharmacien ou de plusieurs en fonction de l'activité, du niveau d'activité de la pharmacie. Et puis, en matière de rémunération, on a soit des rémunérations basées sur les produits, c'est les marges par exemple, soit des rémunérations basées sur les activités, ça va être les honoraires qu'on a évoqués précédemment. Et le troisième, ça va être des rémunérations pour la structure officine, par exemple dans certains pays. Pour les petites pharmacies qui sont en milieu rural et qui sont jugées essentielles, le gouvernement va donner une subvention à ces pharmacies-là. Alors, maintenant qu'on a vu l'officine, très brièvement les rôles à l'hôpital, on voit qu'on a à la fois des fonctions à l'intention des équipes de soins, qui sont en matière d'approvisionnement et de fonctions purement logistiques. On a aussi on influence la prescription à travers le développement des livrets du médicament, la prescription rationnelle. On prépare les médicaments et les distribue, et on aide à une bonne administration des médicaments à travers de la formation auprès des infirmières. Et puis on constate que maintenant, même le pharmacien hospitalier va être de plus en plus intégré à l'entrée du patient à l'hôpital, notamment ce qu'on appelle la transition ville-hôpital, mais aussi à la sortie, c'est-à-dire que le pharmacien va expliquer éventuellement aux patients et aux pharmaciens et aux autres professionnels de santé en milieu ambulatoire les modifications qui ont été effectuées à l'hôpital et les expliquer. Pourquoi on a changé de médicament, tel ou tel autre, pour que le médecin ait toutes les disponibilités et toutes les informations nécessaires pour comprendre les choix de ses confrères. Et tous ces éléments d'évolution sont notamment disponibles dans une activité que l'on a menée en 2009, ce qu'on appelle la déclaration de la FIP de Bâle, qui est en fait la déclaration sur le futur de la pharmacie hospitalière. Alors pour terminer, au niveau des pharmacies hospitalières, on a aussi un certain nombre d'innovations en matière de services. Les bleus, c'est celles qui sont déjà présentes. Les jaunes, c'est celles qui ont été mises en œuvre dans un certain nombre de pays depuis 2 ans. Et puis on voit que la principale, ça a été en fait le suivi des traitements à l'hôpital et pour les patients qui sont traités en ambulatoire mais par l'hôpital. En conclusion, il y a des défis. Je pense que chacun d'entre vous en est conscient et éventuellement vous les éprouvez tous les jours. Ces défis, c'est de comprendre aussi les évolutions des besoins et des demandes et les évolutions des systèmes de santé. On est dans un système qui n'est pas rigide mais qui va toujours évoluer. On a aussi, tout à fait de façon assez fréquente dans beaucoup de pays, la résistance de certains professionnels de santé à une extension de notre champ d'activité. Ça peut être les médecins, ça peut être les infirmières. Par exemple, dans le cadre de la vaccination contre la grippe, c'est assez visible. On a aussi une résistance en interne, notre volonté à nous de changer. Et puis, on a aussi parfois notre formation et nos compétences qu'on a acquises à l'université ne nous ont pas forcément préparés à ces changements. Et aussi des contraintes économiques, assurer la rentabilité légitime de la structure officine. Pour nous, on va voir que les pharmaciens vont fournir des solutions de santé intégrées au système de santé, avec un accent assez poussé sur un aspect très multidisciplinaire. Et puis, là où on va être différent d'un robot, c'est qu'on va pouvoir avoir une personnalisation de nos actions, de nos conseils, de notre interaction avec le patient. Et souvent, on va voir que ces innovations, elles sont poussées par les ordres, par les associations professionnelles, les syndicats, et aussi par les pharmaciens eux-mêmes. Alors, juste peut-être pour rappeler le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, il parle de cette allumeur de réverbères. C'était une profession très estimée il y a plus de 150 ans. Les gens se battaient pour que leurs enfants deviennent allumeurs de réverbères. Et puis, avec l'électricité, ça a changé. Et la question, c'est est-ce que la pharmacie veut être
les prochains sur la liste, ou est-ce qu'on va changer? Et la question, en fait, n'est pas tellement de savoir si la pharmacie va changer ou pas, parce qu'elle va changer. La question, c'est quelle part voulons-nous prendre dans ce futur? Est-ce que nous voulons être les victimes ou les personnes? Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à regarder ou de participer à notre prochain congrès qui a lieu en Argentine dans quelques mois. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment, Luc Besançon, notre confrère, a fait fort, puisqu'il nous a fait même économiser 2 minutes à travers ce tour d'horizon. Je ne reviendrai pas sur les conclusions qui synthétisent sa présentation. Ce que j'en retiendrai, c'est qu'il faut batailler pour que la pharmacie reste le premier poste d'entrée dans le système de santé et que nous avons énormément à apporter en termes de plaidoyer, notamment sur les économies réalisées par l'observance et également par la valeur ajoutée que nous pouvons apporter dans tout ce qui est médicaments à prescription non obligatoire ou à prescription facultative. Et donc, je te remercie infiniment pour cette présentation. Alors, avant de passer la parole à la salle pour quelques questions, d'abord, j'invite Jamal Sofer à nous rejoindre et Madame le professeur Souleymani également sur donc, cette table ronde. Nous avons nos invités fidèles, amis, frères, que nous accueillons chaque année et avec beaucoup de bonheur, avec qui nous partageons énormément, que sont nos confrères de Tunisie et d'Algérie. Donc, je voudrais les interpeller sur... Ils nous ont présenté toujours ce qui se passe dans leur pays. Alors, cette année, je voudrais qu'ils nous fassent un petit focus de 5 minutes sur les actualités dans leur pays. J'appelle Lotfi Ben Bahmed, qui est président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens d'Algérie, qui a été membre fondateur de l'Interordre des pharmaciens du Maghreb, qui est une excellente initiative qui bataille entre les 4 ordres des pays que sont l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et le Maroc, pour essayer d'aller dans l'harmonisation des textes législatifs, pour développer des plaidoyers communs et se renforcer mutuellement auprès des autorités sanitaires et faire passer des textes de loi de sorte que le pays qui arrive le premier nous permette de dire le MeToo, nous aussi. Pourquoi nos voisins? Donc ils partent sur cette stratégie qui est une stratégie gagnante. Donc Lotfi Ben Bahmed est également vice-président de la conférence internationale des ordres des pays francophones. Il a donc assumé la présidence de l'interordre des pharmaciens du Maghreb. Et l'an passé, il y a eu signature de la charte sur la contrefaçon qui a engagé les 4 pays à batailler pour que le réseau des pharmaciens soit et reste le réseau sécurisé pour faire barrage et pour essayer d'implémenter et de pousser les autorités sanitaires à adopter les conventions Medicrime et autres. Donc actuellement, l'an passé, il nous avait parlé de l'avant-projet de la carte sanitaire, de la loi sanitaire, pardon. Et je voudrais donc lui dire qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous apporter en 5 minutes. Merci. Merci. D'abord, je voulais remercier les organisateurs, notamment Younes Bleyachi pour son invitation. C'est toujours avec un grand plaisir et un immense honneur que je me trouve parmi vous. Pour les actualités qui concernent l'Algérie, effectivement, la loi sanitaire tient le haut du pavé, puisque je vous avais présenté l'année passée le projet de loi qui ne nous agréait pas. Et depuis, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons créé un comité de réflexion de pharmacie et du médicament qui réunit à la fois les ordres, les syndicats, les unions professionnelles, l'UNOP, c'est l'équivalent du LEM ou de la MIP chez vous, ainsi que toutes les sociétés savantes. Et nous avons rédigé un projet commun de loi. Et ainsi, les autorités ont retenu 65 amendements, modifications, 65 articles. Et aujourd'hui, nous sommes assez fiers d'avoir introduit un peu ce qui a été présenté, c'est-à-dire que demain, en Algérie, avec l'adoption de cette loi sanitaire qui devrait être présentée devant l'Assemblée nationale qui viennent, c'est-à-dire avant le mois de juin, d'après le calendrier de l'Assemblée nationale, nous avons introduit donc la notion, pour le pharmacien d'officine, la notion de service lié à la santé. La notion, le pharmacien aussi va participer à l'éducation thérapeutique des patients.
Nous sommes déjà en discussion avec les organismes de sécurité sociale en Algérie, puisque nous avons un système de sécurité sociale généralisé avec une carte Chifa qui permet aux malades chroniques et aux retraités d'être remboursés à 100% et l'ensemble de la population d'être remboursés à hauteur de 80%. Donc, ce qui nous permet déjà d'envisager avec la sécurité sociale des rémunérations liées à certains services et à l'éducation thérapeutique. Déjà, le pharmacien, pour la substitution du générique, a une rémunération supplémentaire de la sécurité sociale qui est de 20%, une majoration de 20%, qui a été négociée notamment par le syndicat algérien. Et donc, c'est une avancée fondamentale pour la pharmacie d'officine. Aussi, pour les autres catégories, nous avons mis en place et dicté les bonnes pratiques, que ce soit pour la pharmacie hospitalière ou pour la biologie. Nous avions des vides réglementaires et juridiques à ce niveau-là. Nous avons aussi, pour l'industrie et pour notamment, nous avons mis en place la notion d'établissement pharmaceutique, parce qu'il était fondamental d'assurer à la fois la traçabilité du produit et la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique. Effectivement, nous avions beaucoup de laboratoires qui activaient en Algérie sous forme de bureaux de liaison, ce qui laissait... il y avait un déficit en termes de responsabilité sur les aspects à la fois de qualité et de disponibilité des produits pharmaceutiques. Et aujourd'hui, vous savez que le monde entier vit des insuffisances et des pénuries récurrentes sur certains produits pharmaceutiques. Et il était essentiel pour les autorités algériennes, et nous les avons accompagnés à ce niveau-là, pour mettre en place une réglementation qui permettait de cadrer ces aspects-là. Donc, une loi ambitieuse. Il nous reste le plus dur, c'est qu'une fois que cette loi soit promulguée, c'est-à-dire mettre en place la réglementation qui devra, et surtout, ce qui a été cité, c'est-à-dire continuer, parce que bon, nous avons une réforme des études, mais adapter la formation du pharmacien par rapport à ces nouveaux défis que sont l'éducation thérapeutique et les services liés à la santé. Merci Lotfi donc, de nous avoir mis l'accent sur les points. Je crois qu'il y a aussi un autre point, c'est que tout comme pour la loi 1704 au Maroc, la pharmacie prend la définition d'établissement de santé, et ça c'est important, donc au regard des systèmes de santé, que ce soit bien clarifié. Un dernier point, c'est important, parce que nous avions signé un papier ensemble sur la contrefaçon. Désormais, dans la loi algérienne, la contrefaçon est punie par des dispositions pénales qui vont de 10 à 15 ans de prison en Algérie. Parfait, vous avez criminalisé, c'est exactement ce qu'on attend. Complètement. Merci beaucoup Lotfi de nous avoir rappelé donc, les points essentiels. On aura noté justement que la substitution est compensée et que vous le faites, ça c'est incitatif, et que dans la loi, vous entreprenez toutes les évolutions qui ont été indiquées pour aller dans le sens vers les transferts de compétences, vers l'adhésion des pharmaciens dans les équipes pluridisciplinaires. Je passe la parole à Abdellah Jalel, notre frère de Tunisie, voisin de Tunisie. Abdellah Jalel aussi nous a accompagnés dans les précédentes éditions d'Officine Expo. Il est président du Conseil national des pharmaciens de Tunisie. Il est également le président, il a pris le relais de Lotfi Ben Ahmed à la présidence, parce que ce sont des présidences tournantes de l'interordre des pharmaciens du Maghreb. Il est vice-président de l'interordre africain également. Et il est très actif également au niveau de la CIOP. J'ai oublié de vous dire que Lotfi Ben Ahmed est vice-président aussi de la CIOP. C'est un grand ami du Maroc puisqu'il a marié son fils à une pharmacienne marocaine, et son autre fille est chirurgienne, donc fait ses études de chirurgie brillantes, fait des études brillantes de chirurgie dentaire à Rabat. C'est vous dire que les liens et je vous dis, et je les ai séparés parce que je n'avais pas envie qu'ils discutent. Ce sont des jumeaux puisqu'ils ont partagé exactement les mêmes bancs à l'université de Clermont-Ferrand où ils ont obtenu leur diplôme. C'est pour ça que on les a un petit peu séparés. Alors, Jalel, vous savez que la Tunisie accueille cette année à Hammamet le prochain forum international de la pharmacie qui réunit tous les pays francophones d'Afrique. Et je vous invite, puisqu'ils nous ont fait l'honneur de venir en forte délégation, à aller les soutenir et à aller être présents et marquer notre présence à Hammamet. C'est les 3 derniers jours d'avril. J'ai été très gentille, mais je vais le restreindre en lui donnant les mêmes 5 minutes pour présenter les actualités pays, sachant
qu'ils ont fait un excellent travail sur lequel, au même titre que nos amis algériens, ils sont en train de travailler sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir les médicaments à prescription facultative, et pour leur donner un statut bien précis. Et pour aller, on a vu que d'abord, ce n'est pas rémunéré, et en fait, de plus en plus des pays même remboursent ce type de médicaments. Jalal, je ne veux pas anticiper sur ton... Ouais. Merci. Bon, les 5 minutes, puisque je suis pris par le temps, donc 5 minutes, je vais essayer de les partager en 2 parties. Retenez la première partie, vous allez oublier tout de suite la deuxième partie. Premièrement, je t'en veux à 2 reprises. Premièrement, tu ne nous as pas laissé le temps de digérer ce qu'on a mangé. Et deuxièmement, tu as changé complètement l'ordre chronologique des intervenants. Et moi qui croyais être le dernier à intervenir, j'étais très bien pour écouter tous ceux qui disent, ceux surtout qui sont beaucoup plus, disons, mieux préparés que moi. Ça, je t'en veux pour ça. Et la première partie, donc, ça va être des remerciements, très simplement. Premièrement, je remercie Younes Belayeshi pour l'invitation qu'il nous a envoyée en Tunisie. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je remercie aussi les 52 pharmaciens qui ont fait le déplacement de Tunis. Il y en a 2 qui viennent d'arriver, 2 consoeurs qui je vois ici dans la salle. Et ça vous donne un engagement, vous, en tant que confrères marocains. Si nous sommes déplacés à 52 pour 10 millions et demi d'habitants, 33 millions et quelques de Marocains, donc je dois m'attendre à 150, même plus. Donc c'est très important, je vous attends avec impatience la fin du mois d'avril. Bon, la deuxième partie qui est plus ou moins parce qu'elle nous a tellement serré pour le programme et tout. Donc je vais essayer de vous dire ce qui s'est passé d'essentiel durant ce mandat. C'est premièrement, on a mis en place un haut comité de formation pharmaceutique continue, sachant que la formation pharmaceutique continue, elle existait depuis des années en Tunisie. Tous les conseils qui nous ont précédés, ils en ont fait aussi des formations, mais nous, tout ce que nous avons pu faire, c'est de mettre en place un haut comité qui regroupe toutes les structures professionnelles, la faculté, les sociétés de sciences savantes, pour un peu cadrer cette formation continue. Entre-temps, nous avons mis aussi dernièrement, c'est un livret de suivi de formation continue pour permettre aux pharmaciens, à chaque fois qu'ils assistent à un cours de pharmacien, d'avoir le cachet de l'instance formatrice. Ça, c'est bon, c'est ce que nous sommes en train de faire, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais le troisième point qui est, à mon avis, un peu plus important, c'est concernant les produits, ce qu'on appelle chez nous, Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie, Maroc et Tunisie. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est ce qu'on appelle le médicament conseil. Et on a évité justement l'OTC, la dénomination OTC, qui quand même a fait certains ravages en Europe pour des pharmaciens. Donc le médicament conseil, on a bien avancé avec les industriels, avec la bénédiction bien sûr de l'administration, parce qu'elle n'est pas contre, a priori. Et ce qu'on a donné une définition juridique de ce médicament en essayant de nous entourer de toutes les garanties pour que le médicament reste à l'officine, sera avoir un prix fixe à l'officine et que ce médicament, il doit avoir un AMM, sera peut-être après un AMM allégé pour justement faciliter la fabrication, mais en amont, l'industriel, le fabricant, a droit de fixer le prix qu'il veut pour son médicament. Donc tout ça, c'est surtout pour donner un plus pour le pharmacien, pour valoriser le rôle de conseiller en tant que, sachant que chez nous, nous devons le dire franchement, l'automédication, c'est quelque chose, ce n'est pas un tabou, c'est même un droit que nous demandons, nous, dans nos pays, l'automédication. C'est une automédication qui est, disons, existante, tolérée pour l'intérêt de la santé, pour l'intérêt de tout le monde. Bon, il faudrait quand même la cadrer un peu pour lui donner un cadre juridique qui, surtout, va couvrir le pharmacien en cas de problème. Donc, je crois que j'ai passé les 5 minutes.
Oui, Ça va. tu les as un peu dépassés, mais c'est pas grave. Je n'ai pas changé l'ordre. Hein. Je devais vous interpeller juste. Bon, merci beaucoup, Jalal. Je voudrais donc interpeller tout à l'heure Taoufir Jamal et Madame Souleymani sur la première présentation et sur ce qui a été dit. Mais en attendant, je voudrais passer je recueillir une ou deux questions de la salle, s'il y en a. Sinon, j'interpelle. Et j'invite Nassima Oussetir, nous l'avons perdue en cours de route. Est-ce qu'elle est là? Elle va arriver. Oui, alors oui. Alors, je clôture les questions. J'ai 1, 2, 3. Et voilà. Draji. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai deux petites questions concernant. J'aimerais bien avoir le point de vue de notre confrère Monsieur Besançon concernant la position claire de la FIP concernant la vente des médicaments en ligne. Et le deuxième point, c'est qu'on assiste plus ou moins à un basculement. Enfin, la logique voudrait qu'on bascule d'une rémunération classique à une rémunération plutôt du service fourni par le pharmacien. Mais ça s'annonce très difficile puisque le passage entre la rémunération classique à la nouvelle rémunération pose problème notamment en France et dans d'autres pays. Qu'en pensez-vous? Merci. Je coupe les questions. J'en ai une deuxième. Monsieur Cherif, Monsieur Hamrouni, qui est président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie, qui est aussi un fidèle des plus fidèles à Officine Expo. Mais s'il te plaît, une question et très, très rapidement. Pourquoi ça? Parce que je te connais passionné. En tout cas, je ne veux pas te dépasser, donc je ne peux pas parler plus que toi. Non, t'inquiète pas. C'est juste un petit commentaire concernant l'intervention de Luc. D'abord, je te remercie parce que c'était parfait. À la fin, tu as dit qu'il faut qu'on vienne en masse en Argentine. Encore faut-il qu'il y ait quand même quelques conférences en français ou même une petite traduction. Parce que sinon, quel est l'intérêt d'y aller quand on ne comprend pas tout ce qu'il raconte là-bas? Je ferme la parenthèse. Mais concernant les missions des pharmaciens dans certains pays, je vais prendre juste un point concernant la vaccination, qui est quand même un problème d'actualité actuellement en France. Et moi, j'ai été au congrès de la Fédération à Reims au mois de novembre. C'était un sujet de l'UTIP au niveau de la Fédération. Et vous avez parlé à chaque fois, il y avait Mégerlin, professeur Mégerlin, qui a fait la conférence aussi, je l'avais interpellé aussi à ce sujet, concernant la vaccination à l'officine. Vous parlez toujours du Portugal, des États-Unis, de la Suisse. Je vous rappelle, et Monsieur le Président, il a en moi, donc je parle sous son contrôle, nous pratiquons en Tunisie la vaccination grippale depuis plus de 45 ans. Et nous avons une dérogation pour les injections en général. Et même nos préparateurs ont des certificats, on leur passe un examen d'injection. Donc la vaccination se fait en Tunisie beaucoup plus, bien avant de ces pays-là que vous. Donc essayez de corriger aussi, parce que j'avais corrigé M. Mégerlin, mais mettez-le dans votre conférence, au moins vous citez la Tunisie. Merci. Je vous remercie. Merci, oui. Mais la remarque est retenue. Je vous garantis que M. Luc Besançon introduira la Tunisie, parce que ce n'est pas une question d'adhérer ou pas à la FIP, mais c'est l'expérience, peut-être que la communication est passée, l'information est passée. Merci. Alors, vous voudrez bien répondre, et puis... Il y avait deux questions, je crois. La première, c'était en matière... La première, c'était Internet. En fait, ce qu'il y a à voir, c'est qu'au sein de notre organisation, on n'a pas de position sur ce sujet. A priori, on constate qu'il y a des risques réels pour les patients lorsqu'ils achètent sur Internet. Parce qu'en fait, les patients ne sont pas très bien formés même si on imaginait que c'était autorisé partout, ils n'ont pas une bonne capacité de définir si l'offre elle est légale et sûre.